C'est ici l'intervention. Oui, c'est ici l'intervention. Oui, vous pouvez rentrer, bien sûr, il y a des chaises. On lance le compte à rebours. T'as couru toi. On va te donner la parole, mais on va te reprendre. Ça, c'est juste enregistré. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, c'est ça, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, parfait. Super. Bon, merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Peut-être avant de commencer, quelques merci plus particulièrement aux camarades de la Brèche pour avoir organisé cette rencontre ce soir. Merci aussi à Alicia des éditions textuelles et à Lilian qui est co-directeur de la collection de m'avoir permis l'occasion de faire cette espèce de sortie un peu provocatrice, cet ouvrage donc, pour un suicide des intellectuels. C'est clairement pas un livre qui est issu de mes recherches, hein, c'est plutôt une espèce d'exutoire. Voilà, j'ai voulu pousser un grand cri et plutôt que de taper contre un mur chez moi et de me faire mal à la main, je l'ai mis par écrit et puis j'ai publié ce livre. Bon, pour essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Pour un suicide des intellectuels, c'est d'abord et avant tout une réflexion sur le rôle que jouent aujourd'hui les intellectuels dans notre société, voilà, à l'heure actuelle, et puis une réflexion évidemment aussi sur le rôle que pourraient et que devraient jouer les intellectuels, pas sur un mode péremptoire d'imposer une figure de l'intellectuel idéal, de l'intellectuel parfait, mais plutôt c'était un exercice, si vous voulez, pour moi, un exercice un peu réflexif d'essayer de poser par écrit l'idée que je me fais du métier, voilà, la conception que je me fais du métier et de mettre ça au clair pour moi-même et puis de le soumettre à la discussion collective. J'ai déjà commencé un petit peu à discuter de ce livre à droite à gauche et une question qui est revenue quasi systématiquement dans la bouche de mes interlocuteurs, c'était mais alors moi, dis-moi, est-ce que je suis un intellectuel ? Voilà, c'est vraiment la question qui est revenue, je crois, 9 fois sur 10, est-ce que moi je suis un intellectuel ? C'est une question à laquelle à chaque fois je me suis catégoriquement refusé de répondre, pour une raison bien particulière qui est que il me semble que ce mot, cette étiquette, ce statut d'intellectuel,
Ça fonctionne un peu comme un titre. Voilà, ça fonctionne un peu comme un titre, c'est quelque chose qui est très honorifique, auquel on rattache un certain nombre d'honneurs, voilà, un peu quelque chose d'un peu prestigieux. Pas forcément tout le monde, mais on sent quand même une connotation, en tout cas dans certains milieux sociaux, une connotation quand même assez positive à ce terme d'intellectuel, et ça peut expliquer justement pourquoi on se demande tous un peu, voilà, est-ce qu'on en est, est-ce qu'on n'en est pas, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on a cette chance, ou bien est-ce qu'on est quand même un peu aux marges. Donc voilà. Je me suis refusé de répondre à cette question et de dire aux gens si oui ou non, selon ma définition de l'intellectuel, ils en faisaient partie ou pas. Pour une bonne raison, c'est que justement, tout le propos de mon livre, c'est de lutter contre cette logique des titres. Voilà, de lutter contre cette logique des titres. On a eu, pendant toute l'époque médiévale, des titres qui étaient des titres de noblesse, fondés sur la naissance. C'est des choses dont on nous a dit qu'elles avaient disparu avec la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Et puis en fait, Bourdieu est venu montrer que les titres de noblesse fondés sur la naissance avaient été remplacés par d'autres formes de titres, des titres scolaires, voilà, qui délivrent des titres universitaires qui délivrent aux diplômés de Sciences Po et de l'ENA les capacités pour diriger, etc. Jacques Rancière, pour donner un autre exemple de quelqu'un qui a bien analysé la façon dont les titres persistent dans nos sociétés, nous dit aujourd'hui nos régimes politiques, c'est absolument pas des démocraties dans lesquels tout le monde gouverne et dans lesquels le pouvoir revient à l'ensemble de la population, c'est des régimes qui sont aristocratiques et non démocratiques. Pourquoi ? Parce que dans nos régimes politiques, on confie le pouvoir aux meilleurs, aux plus compétents. C'est pour ça qu'on met en place des élections pour se doter de représentants plutôt que de nous gouverner nous-mêmes. C'est parce que ces représentants, c'est des gens dont on considère qu'ils savent mieux que nous, qu'ils ont ce que Rancière appelle des titres à gouverner. Donc si vous voulez, toute l'histoire des sociétés de classe, des sociétés comme ça hiérarchisées, finalement c'est aussi une histoire des sociétés dans laquelle on délivre des titres où il y a ceux qui savent pas, ceux qui ont les privilèges de naissance, ceux qui les ont pas. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans une société qui est une société comme la nôtre, toujours très hiérarchisée, il y a une de ces logiques de titres qui tourne autour de justement ce titre de l'intellectuel. Et moi mon but, et c'est ça toute mon entreprise, c'est pas de délivrer ce titre aux uns ou aux autres, mais c'est justement de liquider la logique des titres. Voilà, je conçois ce livre dans le prolongement de cet esprit égalitaire qui, je pense, anime Bourdieu, anime Rancière, et puis anime toutes celles et ceux qui se battent contre toutes les formes de titres. C'est l'idée, si vous voulez, c'est de liquider les titres au nom de, tout simplement, une valeur qui est centrale, qui est la valeur d'égalité. Et donc, c'est pour ça que le livre s'appelle « Pour un suicide des intellectuels ». Un suicide des intellectuels, bon, outre voilà, le caractère un peu polémique et provocateur du titre, ça veut tout simplement dire que aujourd'hui il y a une catégorie sociale spécifique qui est séparée en partie du reste de la population, c'est la catégorie des intellectuels, et cette catégorie elle se légitime notamment au nom de certains titres comme quoi elle posséderait la vérité mieux que d'autres, etc. Et moi j'invite, comme on a liquidé d'autres catégories sociales précédemment, à liquider celle-ci, à la démocratiser, pas à la liquider physiquement, mais à ouvrir les frontières de cette catégorie pour que toutes celles et ceux qui veulent y accéder puissent y accéder. Aujourd'hui, il y a tout un tas de frontières, de structures sociales, économiques, matérielles, symboliques, qui empêchent justement la plupart de la population d'accéder à cette catégorie, d'entrer dans cette catégorie des intellectuels. Donc finalement l'idée, pour le dire encore autrement, c'est de faire en sorte que on devienne tous, qu'on puisse tous devenir des intellectuels, parce que voilà, à partir du moment où on est tous des intellectuels, bon ben par définition il n'y a plus en fait d'intellectuels, et il n'y a plus d'intellectuels en tant que catégorie sociale séparée du reste de la population, et je le dis comme ça dans le livre, en tant que catégorie sociale qui me semble être par certains aspects une catégorie privilégiée par rapport à d'autres. Alors privilégié, c'est un peu compliqué d'utiliser ce terme qui est tellement connoté, mais bon, je l'emploie quand même malgré tout pour dire que les intellectuels, qui sont-ils ? Il faut quand même donner une définition, même si je disais je ne veux pas trop fermer les choses, mais il faut quand même donner une définition comme base de travail pour qu'on s'entende. Moi, cette définition, je la donne en référant tout simplement à celle de Antonio Gramsci, donc ce philosophe marxiste italien du début du XXe siècle, qui disait les choses de façon tout à fait pertinente. Pour définir la catégorie des intellectuels, il prenait l'exemple des cuisiniers. Il disait, regardez, on est tous capables de cuisiner des omelettes, c'est pas pour ça qu'on est tous des cuisiniers. Bah pour les intellectuels, il me semble que c'est la même chose. On est tous capables de produire des idées, mais c'est pas pour ça qu'on est tous des intellectuels. Autrement dit, les intellectuels, et c'est ça le point qui est important,
c'est des gens qui sont payés pour produire des idées. Voilà. C'est des gens qui sont rémunérés pour produire des idées. Alors concrètement, qui ça peut être? Ça peut être, je sais pas, des enseignants, des journalistes, des gens qui travaillent dans le monde de la culture, dans le monde de l'édition, dans le monde de la recherche, voilà, j'en oublie d'autres, mais c'est une catégorie qui est quand même finalement assez large, et dans lequel les gens sont payés pour produire des idées. On verra après que le fait de savoir s'ils produisent réellement ou non des idées, c'est une toute autre question. Autrement dit, la question des intellectuels et la question de l'intelligence, c'est vraiment pas la même chose. Les intellectuels sont payés pour leur supposée intelligence, mais bon, c'est malheureusement plus compliqué que ça. C'est des gens, je disais, c'est une catégorie qui jouit de certains privilèges dans la mesure où je pense qu'on peut quand même s'accorder sur le fait qu'il faudra apporter beaucoup de nuances à tout ça, mais on peut s'accorder sur le fait que les intellectuels sont payés pour des activités qui sont peut-être moins éreintantes que les activités manuelles. Hein. Vous savez, l'INSEE sort ce chiffre chaque année, la différence d'espérance de vie entre les ouvriers et les professions intellectuelles supérieures, elle est de 6 ans, ce qui donne quand même une indication. C'est les activités des intellectuels, des activités qui sont aussi peut-être dans un certain sens épanouissantes, même si on peut aussi tout à fait s'épanouir dans le travail manuel. C'est des activités qui sont quand même généralement mieux rémunérées que le travail manuel, même si là aussi à chaque fois il faut apporter des nuances. Et puis également c'est des activités qui sont pareil, toujours avec des nuances, mais qui sont assez bien valorisées socialement, on va dire, les activités, les professions intellectuelles. À partir de là, il y a quelque chose à prendre en compte qui est assez central, c'est que dans notre société, dans la société capitaliste dans laquelle on évolue, il y a un phénomène qui compte beaucoup, c'est le phénomène de division du travail, de division sociale du travail. Il y a tout un tas de divisions, et il y en a deux, moi, qui m'intéressent vraiment pour réfléchir au rôle des intellectuels. C'est le fait qu'il y a, d'une part, ce que je ne cesse de répéter depuis tout à l'heure, une division entre les travailleurs intellectuels, si on veut, et les travailleurs manuels de l'autre. Et une deuxième grande division qui m'intéresse, c'est la division entre dirigeants et exécutants. Voilà. Alors, ces deux distinctions, dirigeants, exécutants et travailleurs manuels, travailleurs intellectuels, elles ne se recouvrent pas tout à fait. On pourrait comme ça un peu précipitamment se dire, bon, ben, ok, les intellectuels sont du côté des dirigeants et puis les travailleurs manuels du côté des exécutants. Je pense que les choses sont quand même un peu plus compliquées que ça. Ce qu'on peut dire en essayant d'aller vite, c'est que effectivement, certes, les dirigeants dans notre société, qu'on pense aux dirigeants économiques comme aux dirigeants politiques, sont des gens qui, grosso modo, ne font jamais de travail manuel. Ça, effectivement, c'est acquis. Par contre, là, si vous voulez, l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas dire que toutes les professions intellectuelles sont des gens qui sont dans des positions dirigeantes, en position de donner des ordres à d'autres, de commander, d'impulser, etc. Pensons à nouveau aux journalistes, aux chercheurs, aux enseignants, etc. Ce n'est pas des gens qui sont en position dirigeante comme on l'entend pour des ministres, des PDG, etc. Du coup, si vous voulez, ces deux divisions et le fait que les intellectuels ne sont pas forcément des dirigeants, mais en même temps ils sont quand même du côté des activités intellectuelles, ça m'amène à reprendre une idée qui est une idée à nouveau qu'on retrouve chez Gramsci, chez Marx déjà en fait, et chez beaucoup d'autres. C'est l'idée que si on essaye comme ça dans la pyramide sociale de situer la catégorie des intellectuels, on pourrait dire que les intellectuels sont une fraction dominée de la classe dominante. Voilà, ils sont quand même du bon côté de la frontière sociale, si on la trace comme ça dans la pyramide, ils sont du côté des dominants, mais parmi les dominants, les élites intellectuelles, on peut quand même considérer dans une certaine mesure qu'elles sont dominées par les élites, notamment économiques, mais aussi, je pense, aux élites politiques. Donc c'est des gens qui sont des dominés parmi les dominants, et c'est d'ailleurs pour ça que Bourdieu, quand il revient sur mai 68, il dit c'est notamment cet élément-là qui explique la propension quand même assez généralisée des intellectuels à embrasser la cause des dominés, à embrasser la cause des travailleurs, des ouvriers, etc. Parce qu'il y a une position quand même, il y a une expérience qui peut par certains aspects être partagée. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, j'aimerais quand même insister un instant sur le caractère hétérogène de cette catégorie, parce que pour l'instant j'en parle comme un tout, mais il y a quand même tout un tas de divisions qui traversent la classe des intellectuels. Il y a ce que je disais tout à l'heure sur les différences de profession, tout le monde ne fait pas le même métier, clairement il y a différentes professions intellectuelles, mais peut-être encore plus important que ça,
Il y a une différence de statut qui est fondamentale. Voilà, vous prenez, je ne sais pas, d'un côté Finkielkraut, Zemmour, et puis de l'autre côté les dizaines de milliers d'intellectuels précaires qui donnent les cours à l'université en étant sous-payés ou même jamais payés, tous les pigistes qui se font exploiter par la plupart des journaux, etc. Enfin, il y a tout un tas de petites mains dans tout un tas de domaines, tous ceux qui vont pointer à Pôle emploi pour aller donner des cours dans des endroits alors qu'ils n'ont jamais été formés pour être profs, etc. Voilà, il y a tout un tas d'intellectuels précaires qui, clairement, bon, je pense qu'il faut faire très attention parce que je fais une catégorie d'intellectuels, mais attention vraiment aux statuts qui peuvent être très différents les uns des autres. Et il y a une peut-être dernière différence sur laquelle il faut attirer l'attention, c'est une différence idéologique. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui considèrent que, je sais pas, par exemple dans les travaux de l'historien Gérard Noiriel qui a travaillé sur les intellectuels, il dit un intellectuel par vocation c'est quelqu'un de critique. Et on peut avoir cette tendance à considérer que bah oui, l'intellectuel est de gauche et réfusard et progressiste, ce qu'on veut. Non, moi il me semble qu'on a plutôt intérêt à partir de l'idée que bah oui, il y a aussi des intellectuels réactionnaires, il y a aussi des intellectuels de droite, il y a des intellectuels conservateurs. D'ailleurs, il y en a beaucoup trop et on les entend beaucoup trop aujourd'hui, mais ces gens-là existent et ne faisons pas comme s'ils n'existaient pas. L'objectif est bien de les réduire au silence de façon civilisée, mais ne partons pas du principe qu'ils n'existent pas, ils sont là, ils occupent l'espace, et voilà, il faut lutter effectivement par différents moyens contre eux et contre le fait qu'ils occupent l'espace. Quoi qu'il en soit, malgré toutes ces différences de statut, d'idéologie, de profession, le point commun, donc je rappelle que j'identifie au début, c'est le fait que tous ces gens-là, malgré tout ce qui les distingue, sont des gens payés pour produire des idées. Simplement, et c'est ce que je disais avant, le fait d'être payé pour produire des idées ne veut absolument pas dire que vous produisez réellement des idées. Et du coup, ça amène quand même un instant à travailler la notion d'intelligence et à essayer de distinguer justement intellectuel et intelligence. Peut-être 2-3 indications justement sur cette idée de sur ce qu'on peut dire de la notion d'intelligence. Une petite parenthèse là-dessus du coup. Le premier point, c'est que si on se réfère à l'étymologie du mot intelligence, c'est un mot latin qui signifie intellectus, et souvent nous on se dit l'intelligence en fait c'est la capacité à comprendre des choses très compliquées. Voilà, capacité à déchiffrer un message ésotérique. Et il me semble que, et c'est ce qu'il y a dans l'étymologie du mot, l'intelligence c'est pas tant la capacité à comprendre quelque chose, mais c'est la capacité à se faire comprendre. Voilà. L'intelligence, c'est plutôt du côté de la transmission d'informations, de données, d'idées vers l'autre, davantage que la capacité à absorber nous-mêmes de l'information. Donc si vous voulez, déjà casser un peu cette idée que l'intelligence c'est l'érudition. Non, l'intelligence c'est aussi et en grande partie la capacité à être clair, à être didactique et à faire passer correctement ses idées. Alors bon, après il y a des logiques professionnelles qui pèsent sur les intellectuels. Bourdieu disait si vous voulez paraître comme crédible auprès de vos collègues sociologues, il faut minimum 20% de propos incompréhensibles dans un livre. Donc moi je me suis appliqué à le faire parce que j'espérais quand même que je n'allais pas me crier entièrement du côté des collègues. Donc c'est le chapitre 24, voilà, c'est ça, qui s'appelle l'effet contre-productif du déconstructivisme épistémologique. Donc ça c'est le chapitre incompréhensible pour ceux qui souhaitent lire le livre ensuite, vous pouvez le passer, je suis moi-même pas certain d'avoir bien compris ce que j'ai écrit là-dedans. Quoi qu'il en soit, voilà, on peut, pour des raisons qui peuvent être parfois très bonnes, mais souvent peut-être plus douteuses et pas tout à fait valables, utiliser du jargon, et bon, moi j'ai essayé dans le livre de le faire le moins possible, mais c'est difficile parce que c'est aussi, voilà, moi au quotidien je parle moins devant des... vous n'êtes pas tous militants, mais bon, bref, je parle moins devant des gens ordinaires que devant des collègues sociologues, voilà. Donc il y a des logiques de champ. Ça c'est le premier point. La capacité à se faire comprendre. Le deuxième point peut-être qui est quand même vraiment important aussi, c'est que souvent on considère que l'intelligence c'est une qualité qu'on attribue ou pas, mais à un individu. Voilà, il est intelligent, lui, mais c'est seul, c'est une propriété, une qualité des personnes. Et je pense que là aussi il faut se défaire un petit peu de cette idée-là pour voir que l'intelligence c'est d'abord et avant tout un phénomène collectif. Il y a une façon de le dire que j'aime bien, c'est je considère que
toujours un peu provocateur, mais que 10 imbéciles réunis seront toujours plus intelligents que le plus sage des seuls, que le plus sage isolé tout seul. Voilà. Cette idée-là, bon, on a tout un tas d'expériences quotidiennes qu'on peut vivre où on se rend compte que l'intelligence c'est quelque chose qui émerge dans le dialogue, dans la discussion, dans la confrontation d'idées, mais il y a aussi du côté de la psychologie sociale, de certaines expériences, des choses qui tendent à montrer ça. Voilà. On donne un même problème compliqué, technique à résoudre à un expert sur le sujet et à 10 citoyens lambda que vous avez attrapés dans la rue, et ben il y a une émulation dans la discussion, il y a une pensée collective, et ça j'y crois très fortement, et l'intelligence du coup je pense qu'il ne faut jamais oublier que c'est d'abord et avant tout quelque chose de collectif. Bon, il y aurait d'autres précisions à faire sur cette notion d'intelligence, mais je me rends compte que le temps passe vite, donc je vais avancer là-dessus. J'ai forgé dans l'ouvrage pour désigner ces intellectuels sans intelligence, je ne donne pas de nom parce que c'est pas l'objet du propos, mais j'ai forgé pour désigner ces intellectuels sans intelligence la catégorie des intellectuels, donc des intellectuels privés d'intelligence tout simplement, et j'identifie deux grandes catégories d'intellectuels. Les premiers, c'est ceux qui voient le monde en deux dimensions. Voilà, c'est des gens qui considèrent qu'on est dans une société où on est tous égaux, on est sur une surface plane, si vous voulez, et que la façon dont on se lie les uns aux autres, c'est toujours des relations égalitaires où on va dialoguer, on va contracter, on va échanger. En tout cas, voilà, c'est toujours des relations d'égaux à égaux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui dans le monde intellectuel et qu'on aurait tout intérêt à voir le monde en 3 dimensions plutôt qu'en 2 dimensions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette surface prétendument plate et égalitaire, elle est traversée de tout un tas d'asymétries, de rapports de domination, d'exploitation, d'oppression. Et oui, on est dans des sociétés, bon, de le dire ici, j'ai l'impression de dire des trivialités, mais en même temps, il faut quand même le rappeler, on est dans des sociétés qui sont profondément inégalitaires, et c'est pas juste parce qu'il y a une égalité, il y a une inégalité qui nous saute aux yeux et qu'on connaît tous, qui est l'inégalité des richesses, des conditions matérielles comme on dit. Et c'est pas juste celle-là, c'est aussi parce que ça pour le coup on le dit moins, on nous dit qu'on est dans une société d'égalité des chances et dans une société d'égalité devant la loi. Ça c'est quand même 2 grands récits de la modernité qu'il faut je pense encore casser. Je suis désolé, ça peut vraiment paraître évident, mais je pense que c'est quand même des choses qui restent très prégnantes et qu'il faut casser. L'égalité des chances, bon, ça vous connaissez tous les statistiques sur le déterminisme social, les enfants d'ouvriers qui restent ouvriers et l'inverse pour les cadres. L'égalité devant la loi, c'est quelque chose aussi, là, le dernier truc que j'entendais là-dessus, c'était Éric Fassin qui disait à la radio qu'aujourd'hui il y a à peu près autant, quand on regarde les choses de manière proportionnelle, il y a à peu près autant de fumeurs de shit chez les enfants de col blanc que dans les quartiers difficiles, en proportion. Et pourtant, les jeunes de banlieue sont 5 fois plus punis par la justice pour détention de drogue que les enfants de col blanc. Donc l'égalité devant la loi, voilà, tous les jours on a des exemples d'un malheureux qui va voler 5 bananes à Toulouse il y a 2 semaines et qui prend pour 3 mois de tôle, alors que dans le même temps le gouvernement passe des amnisties pour tous les exilés fiscaux qui ont mis leur thune en Suisse et on leur dit mais revenez, promis on vous attaquera pas, on fait passer un décret, dénoncez-vous vous-même et puis on vous blanchit, aucun souci. Donc voilà, égalité des chances, égalité devant la loi, je pense que c'est des choses qu'il faut particulièrement casser. Mais ça, vous me direz, quelque part, c'est des idées de droite, ça nous intéresse pas trop, on est entre gens de gauche, donc discutons un peu, allons droit au but sur les clivages qui pourraient nous opposer les uns aux autres. Et là, il y a une deuxième forme d'intellectuel, je pense, c'est du coup, cette fois-ci, tout ce qu'on pourrait appeler l'essentialisme ou le manichéisme, qui consiste, si vous voulez, à prendre des groupes sociaux et à les envisager de façon complètement monolithique et homogène, et du coup à tenir des discours qui sont des discours qui vont vous dire, par exemple, je sais pas, les ouvriers aujourd'hui sont racistes, regardez, ils votent quasiment tous Front National,
les femmes voilées, pour prendre un sujet encore plus polémique, sont toutes soumises, voilà. Ou bien, mais ça peut fonctionner dans l'autre sens, les homosexuels sont des gens qui sont progressistes. Bon, ces choses-là, en réalité, c'est derrière ce type de propos, il y a toujours la même logique qui est que vous prenez un groupe, les femmes voilées, les ouvriers, les homosexuels, vous l'essentialisez, voilà, vous le considérez de manière homogène, monolithique, comme un bloc, et puis dessus, après, vous venez attribuer des qualités mauvaises ou bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais à chaque fois, je pense que voilà, il est important, et je pense que c'est ça notamment le travail de la pensée, et le travail aussi qu'il convient de faire pour les intellectuels, de déconstruire ces grandes généralités qui sont souvent des généralités hâtives et abusives sur les homosexuels prétendument de gauche. Vous avez peut-être vu ce sondage comme quoi 32% des couples mariés ont voté Front National aux dernières élections. Sur les femmes voilées, bon, je développe pas parce que après quand on entre dans ce débat-là, à chaque fois ça écarte tous les autres sujets de discussion, donc je préfère pas développer, mais je pense que bon, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Sur les ouvriers qui seraient prétendument passés au Front National, cette thèse de l'ouvriero le pénis finalement, hein, qui fait le miel des journaux à chaque veille d'élection. Et chaque lendemain d'élection, c'est quelque chose dont les travaux, pour le coup, des sociologues montrent que, en réalité, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, pour tout un tas de raisons, notamment parce que, en réalité, quand on regarde dans les classes populaires, il y a à peu près 50% des gens qui sont abstentionnistes ou non inscrits sur les listes électorales. Donc déjà, quand on vous dit 30% des ouvriers votent Le Pen, en réalité, c'est 15%. Par ailleurs, on nous dit que les ouvriers sont passés du PCF au FN, du rejet de la critique du patron à la critique de l'immigré. En réalité, quand on regarde les phénomènes de plus près, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes conjoints, si vous voulez, c'est que les ouvriers de gauche qui traditionnellement votaient à gauche, aujourd'hui s'abstiennent, et les ouvriers qui votaient à droite, mais à droite gaulliste, humaniste, républicaine, maintenant votent pour le Front National. Donc vous avez ces deux phénomènes, de moins en moins d'ouvriers de gauche qui votent et des ouvriers de droite qui passent à l'extrême droite, et qui fait que quand on regarde les choses avec des grosses lunettes comme ça, un peu en bloc, on se dit mais en fait les ouvriers basculent à droite. Mais non, c'est pas ça, c'est pas les ouvriers de gauche qui ont basculé à droite, c'est différents phénomènes qui, vus de loin, peuvent donner cette impression. Alors, peut-être un point encore de critique sur les intellectuels, ce serait, et ça c'est quelque chose pour le coup qui est vraiment très présent, c'est cette idée de neutralité. L'idée que l'intellectuel devrait être quelqu'un de neutre politiquement, qui mette à distance ses valeurs et qui ne va pas se salir dans des choses impures comme de la politique, de l'engagement, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans le domaine de l'art que du journalisme, que, il me semble, de l'université, sous des formes un peu différentes, mais dans le domaine de la culture, c'est l'idée de l'art pour l'art. Voilà, il faut que l'art reste quelque chose de pur, d'esthétique, sans visée politique. Dans le journalisme, c'est l'idée de l'objectivité journalistique. Voilà, nous on ne fait que raconter des faits, comme si on pouvait faire que raconter des faits, comme si on pouvait raconter des faits sans les interpréter, sans déjà leur donner un sens, sans sélectionner les faits, sans les hiérarchiser, enfin voilà. Et puis alors ça, je parle de ce que je connais mieux du coup, cette idée de la neutralité, elle est aussi quand même particulièrement présente dans le monde universitaire, avec voilà, cette grande idée qu'il faut mettre à distance ses valeurs et ses engagements, et puis même son histoire personnelle pour produire un travail le plus scientifique possible. Et il me semble que cette idée de neutralité, elle est ni possible ni souhaitable. Elle n'est pas souhaitable, pourquoi ? Elle n'est pas souhaitable parce qu'en réalité, ne pas choisir, c'est encore choisir, mais par défaut. Voilà, ne pas choisir, on est dans un monde où il y a des rapports de force, où il y a des gens qui en oppriment d'autres, et ne pas choisir, et ben, par défaut, c'est prendre le parti des dominants contre le parti des dominés. Autrement dit, quand vous dites vous ne choisissez pas, moi je reste passif, je reste à l'écart de tout ça, et ben, cette passivité, c'est une forme de complicité qui s'ignore certes, mais qui est une forme de complicité. Vous êtes vous entrez, vous mettez les pieds sur un ring de boxe où il y a un boxeur qui est en train de se faire détruire par l'autre, bah, si vous restez passif, concrètement, en fait, vous êtes du côté de celui qui est en train de détruire son pauvre partenaire de jeu. Donc ça, c'est le premier point, si vous voulez, c'est qu'il me semble que la neutralité, elle est clairement pas souhaitable, et puis par ailleurs, elle n'est pas possible pour une raison simple, c'est que face à vos valeurs, face à vos idéaux, politique, éthique, vous avez deux possibilités. Soit vous les assumez, vous les prenez en compte
voilà, vous les posez sur la table et vous essayez de justement contrôler l'effet de votre histoire personnelle, de votre subjectivité, de vos valeurs, l'effet que tout ça va avoir sur votre travail en tant qu'artiste, en tant que chercheur, etc. Soit vous adoptez une posture, et c'est cette posture qui me semble tout à fait dommageable, en refoulant tout simplement votre engagement, en refoulant vos valeurs, en refoulant vos idéaux. Mais là, le problème, c'est que ces valeurs que vous faites sortir par la porte, elles reviennent tout de suite par la fenêtre, mais sans que vous vous en rendiez compte, et elles viennent, là pour le coup, réellement biaiser votre travail que vous imaginez être un travail neutre, objectif et pur, mais qui en réalité est chargé de préjugés. C'est pas un mal d'avoir des préjugés, mais la question c'est est-ce que on les refoule et on les occulte, ou est-ce qu'au contraire on essaie d'en prendre conscience et de les mettre sur la table. Et du coup, vous avez bien compris que moi, ce que je prône, c'est de dépasser, de refuser cette question de savoir si on doit prendre ou non, le parti des uns ou des autres, des dominants ou des dominés. La question, c'est pas celle-là. La question, c'est simplement de savoir de quel côté est-ce qu'on se situe. C'est ça le choix qu'on a à faire. C'est est-ce qu'on se situe du côté des dominants ou est-ce qu'on se situe du côté des dominés. Bon, évidemment, du coup, pour ma part, j'ai choisi mon côté, mais c'est pas un problème. On peut choisir celui qu'on veut et puis après, on se livre au débat, à l'affrontement, qui peut être un affrontement théorique ou un affrontement plus pratique, qui prend des formes directes. Et alors, je voudrais terminer peut-être sur justement à nouveau deux écueils qui là concernent ceux qui vont prendre le parti des dominés. L'intellectuel qui prend le parti des dominés, il me semble qu'il y a toujours deux écueils qui le guettent. Le premier, c'est l'écueil de l'intellectuel roi, et le deuxième, c'est l'écueil de l'intellectuel spécifique. Voilà, je vais essayer de développer ça en quelques minutes, et puis je m'arrêterai là-dessus. L'intellectuel roi, qu'est-ce que c'est? C'est une posture en fait qui remonte finalement à Platon et qui perdure jusqu'aujourd'hui. C'est cet intellectuel qui s'imagine qu'il a face à lui une masse de gens aliénés, inconscients, manipulés, et que du coup son rôle à lui intellectuel face à ces gens-là, c'est de venir les délivrer, de venir les délivrer de l'extérieur, de leur apporter le salut. Finalement, c'est un peu un intellectuel messie qui vient parmi les pauvres exploités et les pauvres aliénés les délivrer de tous leurs maux. Ça c'est une première posture, si vous voulez, à éviter. C'est cet intellectuel qui se met en surplomb par rapport aux dominés et qui prétend tout simplement agir à leur place. Et on sait toujours comment ça finit, ces tentatives de venir libérer les autres de l'extérieur par la contrainte. En fait, ça finit toujours de la même façon. C'est-à-dire que les anciens dominants sont remplacés par une nouvelle classe de dominants qui sont cette fois-ci les intellectuels qui étaient prétendument venus nous délivrer de la domination. Donc ça, c'est un premier écueil. Et ceci dit, il y a un point quand même qui est important, c'est que un certain nombre de personnes qui ont conscience de ce risque-là, de prendre une posture surplombante et de prendre la posture de l'intellectuel roi, basculent, si vous voulez, dans un autre écueil. On se dit, mais en fait, parfois on a tellement peur de faire à la place des gens qu'on décide de rien faire, si vous voulez. On décide de se mettre à l'écart parce que justement on a peur qu'en mettant un peu les mains dans le cambouis, en commençant à intervenir politiquement, on se substitue aux autres, on les dépossède de leur rôle et de leur action. Et du coup on se tient à l'écart et on retombe vers une forme de passivité, de neutralité, de mise à l'écart, où l'intellectuel va regarder ce qui se passe, contempler un peu le paysage, mais de manière détachée, désabusée, cynique. Et ça, je pense que il faut l'éviter aussi. Il y avait, ça m'a marqué, il y a un entretien entre Deleuze et Foucault justement sur la question du rôle des intellectuels, et Deleuze dit ce qu'il y a de plus indigne, c'est de parler au nom des opprimés. Voilà, c'est de parler au nom des opprimés, c'est de les déposséder de leurs paroles. Mais en fait, je pense qu'en disant ça, Deleuze n'a pas tout à fait tort, mais dit la moitié de la vérité. Il est indigne de parler au nom des opprimés, mais il est tout aussi indigne de se taire face à de l'oppression. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment venir rajouter, parce que sinon le risque, c'est de retomber dans du désengagement par peur que notre engagement soit un engagement qui vienne se substituer à celui des autres. Le dernier point sur lequel du coup j'aimerais finir, c'est sur cette figure de l'intellectuel qui est celle qui a été développée par Foucault, à savoir la figure de l'intellectuel spécifique.
Donc Foucault considérait effectivement que voilà, l'intellectuel avait, et puis il l'a fait durant toute une partie de sa vie, à s'engager auprès d'un certain nombre de gens, mais avec cette idée que chaque intellectuel devait s'engager sur des causes spécifiques, voilà, sur les causes qui correspondaient à son métier, à ses travaux, à ses études, etc. Donc les uns vont aller sur la question de l'enfermement psychiatrique, les autres sur la question de la justice de classe, d'autres sur la question des prisons, d'autres sur la question de la souffrance au travail, d'autres du racisme de la police, enfin voilà. Mais chacun, si vous voulez, sur son domaine. Et cette idée de l'intellectuel spécifique, il me semble qu'en définitive, et évidemment c'est pas là du tout la volonté de Foucault quand il essaye de théoriser ce rôle de l'intellectuel spécifique, mais en définitive je me demande si elle conforte pas l'ordre établi et l'ordre tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que il me semble que si on veut vraiment s'attaquer au fondement de notre société, il me semble que tous les problèmes auxquels on peut faire face, que ce soit sexisme, racisme, classisme ou d'autres formes d'oppression et de domination, tous ces problèmes sont profondément intriqués les uns aux autres. Voilà, c'est des problèmes qui sont liés et si vous voulez, les dominants ont tout intérêt à nous faire aborder la société, à nous faire aborder l'être humain morceau par morceau, comme ça, si vous voulez, à sectionner les problèmes, à les saucissonner, et du coup on divise les objets d'étude, on divise les disciplines, on divise les problématiques, parce que, oui, effectivement, si on s'attaque morceau par morceau à la société, alors on peut mener une critique. Mais si vous voulez, c'est une critique qui reste toujours dans un espèce de cercle de l'impuissance, avec un espèce d'effet Sisyphe où voilà, on s'en prend un sujet, mais comme on ne va jamais à la racine du problème, comme on s'empêche, et c'est ça le point important, on s'empêche d'avoir une approche globale des problèmes, et on s'empêche également d'avoir une critique globale et une critique réellement radicale de la société. C'est pour ça que du coup dans le livre, il y a un chapitre aussi là-dessus, je plaide en faveur non pas d'un intellectuel spécifique, mais justement au contraire d'un intellectuel que j'appelle apatride, d'un intellectuel sans frontières, donc un intellectuel qui n'hésite pas à naviguer entre les objets d'études. Quand j'écrivais ça, je pensais à Bourdieu, Bourdieu, il commence, il étudie la Kabylie, après il étudie l'école, après il étudie le monde de l'art, après il étudie la noblesse d'État, après il étudie le champ artistique, enfin voilà, quelqu'un qui a voyagé dans tous les domaines, et il me semble que même s'il s'en est toujours défendu il s'est toujours défendu de vouloir créer une théorie, quelque chose d'un peu universel et englobant, parce que, pour d'autres raisons, et il me semble que c'est justement quelqu'un qui, en fait, au final, a produit ce genre de théorie globale, et il me semble que c'est ça la vraie théorie critique, c'est une approche qui essaye d'être le plus englobante possible. Alors évidemment, du coup, vous me direz, tout le monde n'est pas Bourdieu, c'est plus facile à dire qu'à faire, cette idée d'une approche globale des problèmes. Et c'est pour ça que je rappelle quand même, comme je le disais tout à l'heure, pour l'intelligence, c'est un phénomène collectif avant tout. Le travail intellectuel, c'est aussi un travail collectif, c'est pas un travail qui se mène seul. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tout un tas d'incitations qui poussent à travailler seul dans son coin. Quand on échange, c'est des échanges très brefs, très superficiels, etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si notre ambition, si on est d'accord sur ce point-là, on peut ne pas l'être, mais si on est d'accord pour se donner l'ambition d'élaborer une théorie globale de la société dans laquelle on vit, pour justement mener une critique qui soit une vraie critique radicale de cette société, et cette tâche, elle ne peut être remplie que de manière collective, et du coup, c'est pour ça que l'intellectuel, c'est d'abord un intellectuel collectif. Voilà, ça fait sûrement déjà beaucoup trop longtemps que je parle, je crois qu'on avait dit un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé l'heure. Mais du coup, l'idée c'est qu'on puisse échanger maintenant. Je vous propose ceux qui veulent intervenir me font un petit signe, moi je note qui souhaite intervenir, et puis comme ça, je coupe pas la parole, on fait circuler. Comment ? Oui. En fait, tu as prononcé un mot auquel je pensais déjà, c'est expert. Et tu fais quelle relation entre intellectuel et expert ?
sachant qu'expert, c'est aussi une catégorie médiatique. Oui, non, je pense qu'effectivement, les experts, c'est une partie de la catégorie des intellectuels. Hein. Je sais pas, il faut voir à quel expert. Parce qu'on pense souvent, les experts, c'est des économistes, hein, et c'est des gens qui... ça peut être des experts aussi en droit, qui peuvent conseiller dans les entreprises, qui peuvent conseiller, même y compris les juges constitutionnels, c'est des formes d'experts aussi. Mais justement, moi, la figure de l'intellectuel que je prône et celle que je défends, elle est à l'antipode de cette figure de l'expert qui s'impose comme étant clairement celui qui sait, celui qui a la maîtrise de ces problèmes qui sont vraiment des problèmes spécifiques, des problèmes techniques. Et en fait, finalement, les experts qui savent, c'est des gens qui visent à confisquer le pouvoir. En fait, j'ai même pas envie de dire le pouvoir du peuple, parce que le peuple, ça fait bien longtemps qu'il n'a plus le pouvoir, et que le pouvoir, il a été délégué à des ministres, à des députés, etc. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est dramatique. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même les représentants du peuple, qui, en réalité, je pense, dans une grande mesure, ne représentent qu'eux-mêmes, même ces gens-là, aujourd'hui, se font eux-mêmes déposséder de pouvoir par un nouveau groupe, qui est le groupe des experts. Et en ce sens-là, c'est tout à fait juste de dire qu'il y a tout un tas de gens, ils n'ont jamais été élus par quiconque, ils ont peut-être passé des concours effectivement, mais voilà, ils peuplent les institutions européennes mais aussi nationales, et ils ont un pouvoir qui est ni contrôlé, ni légitimé d'aucune façon. Je sais pas, par rapport à cette question de l'expertise et du fait de voyager comme ça entre les disciplines, en fait, je pense que là il y a un vrai débat en fait. Il y a un vrai débat à ce niveau-là. Je pense à un ouvrage, il y a deux auteurs en fait. Je pense à François Dagoni en fait, qui a écrit La philosophie du travail, donc qui est un philosophe. Et je pense à Nietzsche aussi en fait, tout simplement, et les deux en fait se rejoignent sur un plan idéologique concernant la spécialisation et l'expertise en fait. C'est que dans ton rapport au travail en fait, tu n'atteins de liberté véritablement que si tu as une maîtrise complète de ton savoir-faire en fait. Si tu as une maîtrise complète, théorique, de ton savoir-faire pratique en fait. Et le fait comme ça de voyager entre les disciplines comme ça finalement, est-ce que tu vas pas à contresens même de ce principe de liberté finalement que d'avoir une maîtrise pleine et entière de ta propre compétence en fait. Et c'est en ça que moi j'estime que finalement la réflexion de Nietzsche de Dagoni me paraît vraiment pertinente, parce que à voyager entre tous les savoirs, déjà je pense que tout le monde ne peut pas acquérir un savoir encyclopédique, voilà. Et puis tu ne restes jamais que aussi dans la demi-mesure en fait. Moi j'aime aussi toutes les disciplines, mais je pense qu'il y a un vrai débat à ce niveau-là en fait, entre l'expertise et le voyage et le voyage entre les disciplines en fait. Voilà. Non mais c'est le vrai risque, à partir du moment où on se dit qu'il faut voyager entre les disciplines, le risque effectivement c'est d'être un espèce de touche-à-tout mais qui touche à chaque chose de manière trop rapide, trop superficielle et sans prendre le temps d'aller au fond des choses et sans prendre le temps justement de maîtriser chacun des objets. C'est le risque de l'éclectisme, mais du coup, c'est pour ça notamment que je pense que c'est un travail qui doit se mener de manière collective, c'est-à-dire concrètement, c'est pas un problème qu'il y ait des sociologues, qu'il y ait des historiens, qu'il y ait des psychologues, simplement, et ça c'est ce qui aujourd'hui manque cruellement, il n'y a pas assez de dialogue entre ces disciplines, il n'y a pas assez de lieux de rencontre, de lieux de discussion, de lieux de passage. Il ne s'agit pas de dire que les psychologues doivent se convertir à l'histoire et les historiens à l'économie, etc. S'ils veulent le faire, tant mieux, je pense que ça va dans le bon sens. Mais c'est surtout mettre en place des lieux, des passerelles entre les disciplines, etc. Enfin, moi, je vois. C'est dans ce sens-là. Je sais que c'est vraiment compliqué. Moi, je ne suis pas dans le milieu universitaire. J'ai pas la prétention d'être un intellectuel, mais vraiment pas, quoi. Par contre, là, je plaide effectivement en faveur de l'interdisciplinarité, voilà. Oui, est-ce que tu connais, au sujet de toutes ces questions, le livre de Jean-Paul Sartre? Lequel? Il y a un petit livre, je sais pas, parce que moi je ne l'ai jamais retrouvé, je ne sais même plus s'il est édité, il s'appelle Le rôle de l'intellectuel.
Et je pense que c'était une conférence qu'il a donnée aux États-Unis, peut-être, hein, où il discute toutes ces questions-là, justement, avec une approche un peu comme la tienne, justement. De séparer, justement, lui, il dit un peu que les intellectuels, c'est pas vraiment tant la compétence stricte qui relève de ça, mais c'est l'envie justement de faire le lien avec plusieurs disciplines, d'aller découvrir, de se poser plusieurs questions à la fois, alors qu'après il y a tout un tas de personnes qui sont des experts ou des spécialistes dans différents domaines, et ils essayent d'analyser, bon, c'est beaucoup plus rapide que ce que tu fais, donc il n'a pas du tout en plus la même approche, mais de voir comment justement le pouvoir essaye de tirer profit de l'expertise des gens, à contrario de l'envie de découverte de ce qu'il appelle les intellectuels. Mais je ne sais pas si son livre promis, je pense pas. Mais ce que tu dis, mais parce que c'est vrai que ça a un lien maintenant, ce que tu voulais dire ou pas? Non, ok. Ce que tu dis, non mais c'est ça, ça me fait penser parce qu'il y a eu, en fait dans les années 90, on a un peu développé quand même cette idée que voilà, contre les experts néolibéraux, il fallait des experts critiques et il fallait une expertise critique, et c'est pour ça en partie qu'on a créé des trucs comme... Enfin, je sais pas, les noms m'échappent, mais la Fondation Copernic par exemple, ou d'autres, enfin même dans le mouvement altermondialiste, des trucs comme Attac, voilà, au départ Attac c'était pas, enfin si d'ailleurs il y a l'habitude du monde, mais c'était d'abord des experts voilà, qui développaient des contre-arguments, l'histoire du monde diplôme, hein, c'est ça, hein. Et justement, c'est ça le point, c'est que moi quelque part je me dis ça, dans quelle mesure, c'est ça ma question, c'est dans quelle mesure cette contre-expertise, ou cette expertise altermondialiste, est-ce qu'elle finit pas quand même par rester sur le terrain de l'adversaire qui sectionne les problèmes, et c'est pas seulement qui sectionne les problèmes, c'est aussi qui considère qu'il y a des experts, et qu'il y a au sein de la gauche radicale, il y a des experts, et puis il y a les petits militants d'attaque qui vont aller faire ce que Bernard Cassen et compagnie ont théorisé dans les pages du diplôme, quoi. Enfin je caricature, mais c'est un peu le sens de mon problème. Et sur Sartre, en fait j'ai reparcouru du coup, oui, enfin voilà, plusieurs grands parce qu'ils sont tous un peu intervenus sur la question du rôle des intellectuels, enfin je veux dire Sartre, Nizan, Bourdieu, Deleuze, pas mal d'autres se sont posé la question, ont consacré une conférence, un livre, etc. Le texte de Sartre, je crois pas que je suis repassé à travers, mais je pense qu'il est plus édité. Hein, parce que moi je l'ai lu en italien, mais je l'avais recherché en français, j'ai pas trouvé. D'accord. J'irai voir. En tout cas, je pense que effectivement, parce que Foucault, lui, quand il développe cette idée de l'intellectuel spécifique contre l'intellectuel universel c'est Sartre, ça fait aucun doute. Mais moi, je crois que, alors, j'ai pas creusé la question comme il faudrait le faire, mais je me sens plus d'affinité avec le projet universel de Sartre, essayer de penser la totalité du pensable. C'est un projet qui est démiurgique, c'est un projet c'est un espèce de fantasme de toute puissance, on pourrait le dire comme ça, si on essaye de psychologiser un peu le truc, mais moi je reste encore attaché à ce fantasme de l'intellectuel qui pense tout et qui embrasse tout, mais pas seul avec les autres, mais voilà, mais je pense que c'est un horizon qu'il faut garder, pas pour se dire c'est possible de le faire, regardez, Sartre l'a fait, Bourdieu l'a fait, non, je pense pas qu'il l'ait fait, mais simplement je crois que c'est cet horizon-là qu'on doit maintenir, cet horizon universel, cet horizon d'une pensée globale, et c'est vrai que moi j'ai une forme de fascination pour des gens comme ça qui ont essayé de tout penser. Moi j'avais la question que je me posais, parce que je suis pas dédominé en fait. Ah pardon, il y avait... Vas-y, désolé. Excuse-moi. Non, juste quelques trucs, il y a une partie qui a un lien avec la discussion, mais l'autre pas forcément. Juste, il y a un truc... je pense que la réflexion que vous aviez un peu plus tôt sur l'histoire de est-ce qu'il faut cloisonner, décloisonner, est-ce qu'il faut être un spécialiste encyclopédique ou pas, bon... Moi, je sais pas, l'impression que ça me donne, c'est que, et j'ai l'impression que c'est ce que tu racontes aussi, c'est que, en fait, le premier truc à décloisonner peut-être dans les esprits, c'est peut-être la dimension intellectuelle et pratique. Ce que tu disais au début. C'est-à-dire que moi, quand on me dit le suicide des intellectuels, la destruction en tant que caste, comme on appelle, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par se dire qu'un intellectuel, en tout cas ce qu'on voudrait que ça soit, ou les intellectuels sont... c'est des gens qui n'auraient pas comme seul objet
cette espèce de champ de travail intellectuel, dont on sait par ailleurs pas exactement ce que c'est, parce que c'est ce que tu dis, je veux dire, un prof, il y a une dimension intellectuelle, réflexive, de recherche, etc. Enfin, concrètement, il y a aussi une dimension flic de base, ou assistante sociale de base pour les plus gentils, enfin voilà. Et il y a quand même une dimension pratique, non mais pour être sérieusement pratique, même physique, concrète. Et ça c'est quand même des distinctions qui sont en place, que je pense en tout cas devraient être abolies dans la perspective de définir c'est quoi être un intellectuel ou ça devrait être quoi. Et ça, c'est vrai aussi, mais même dans les champs de recherche. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui tout un tas de trucs qui sont totalement déconnectés de toute praticité et qui sont du coup plus considérés comme intellectuels, mais qui manquent, je veux dire. Est-ce qu'on fait de la recherche médicale de la même manière, enfin, totalement déconnectée de la pratique vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est que, par ailleurs, pour moi, cesser d'être intellectuel ou se suicider en tant qu'intellectuel, c'est aussi dire que le champ de son travail et de son émancipation personnelle par le biais du travail, il peut être le matin à la réflexion sur le dernier bouquin de un tel, et le soir à faire du pain, j'en sais rien, ou d'autres choses, hein, plus, voilà, ce qu'on veut, mais que ces choses, voilà. Donc ça c'était le premier truc, et juste deuxième truc qui me paraissait un peu important, c'était la première fois que je l'entendais formulé comme ça, je trouve ça intéressant, c'est l'histoire de est-ce que être intelligent c'est se faire comprendre ou c'est comprendre. Et ça c'est intéressant parce que ça permet de renverser la manière dont on envisage l'intelligence en termes collectifs, et en tout cas en termes militants, moi ça me convainc plus, parce que c'est du coup une vraie perspective de construction, c'est-à-dire, moi je trouve que ce qui est intéressant, j'ai pas encore lu ton bouquin, mais ce que tu racontes, a priori, c'est que bon, il y a un peu un essai de typologie, typographie, aujourd'hui c'est quoi un intello, comment les abattre. Bon. Ou les pistes pour s'abattre en tant qu'intellectuel, pour ceux qui sont intéressés ou qui se sentent intellectuels. Mais du coup, le truc en négatif, ou plutôt en positif derrière qu'il y a, c'est qu'est-ce que ce serait pour nous, qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit, et qu'est-ce qu'il faut reconstruire. Et bon, ça j'imagine c'est laissé au débat. Non, mais en fait je vais pas, parce que ce que tu as dit ça reflète exactement ce que je pense, mais en un mot c'est vrai que j'ai pas développé ça, mais je le fais justement dans le bouquin. C'est en fait, c'est d'ailleurs ça mon problème central au début, c'est même ça ma préoccupation, c'est de dire la tendance, évidemment qu'elle se réalise pas, mais c'est la tendance qui anime notre société capitaliste, c'est de créer d'un côté ce que j'appelle des têtes sans corps, donc des têtes purement pensantes, et de l'autre côté des corps sans tête. Mais on sait bien que ça n'arrive jamais, même l'ouvrier à la chaîne, etc. C'est évidemment quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de réfléchir justement. Je veux dire, c'est l'élément humain qui résiste contre la machine et qui passe par la réflexion. Et du coup, mon point, enfin moi, il y a deux trucs, quoi. Il y a au niveau collectif de dire c'est quand même une société profondément injuste, une société dans laquelle il y en a qu'on cantonne, qu'on assigne, parce que c'est quand même dans une grande mesure pas voulu. On les assigne au travail manuel, alors que d'autres conservent les privilèges du travail intellectuel. Et je fais pas de jugement de valeur entre c'est mieux de penser ou c'est mieux d'agir. Il n'y a aucun jugement de valeur à ce niveau-là, parce que je pense que justement les deux sont profondément intriqués. Et donc il y a ce côté injustice, les uns qui sont assignés au travail manuel et les autres au travail intellectuel. Enfin, ils peuvent plutôt choisir. Et puis il y a quelque chose au-delà du caractère injuste du truc. Il y a quelque chose juste, c'est en tant qu'individu, personnellement, il y a un côté extrêmement aliénant à dissocier les deux en fait. Voilà, c'est ce que tu disais. Enfin, c'est ça. C'est pour ça le matin au pain et puis l'après-midi dans les bouquins ou d'autres choses. Voilà, mais je pense que oui, de fait, d'un point de vue, c'est peut-être un peu théorique, mais oui, d'un point de vue, je suis convaincu moi que on se réalise, l'être humain se réalise. Dans les deux, enfin en tout cas il peut préférer l'un ou l'autre, il faut pouvoir naviguer. Il y a je parlerai quand vous parlerez après. Ok, ça marche. C'est plus sur balancer sur je sais pas si du coup j'ai pas entendu ce que tu as dit, mais il y a tout je sais qu'il y a tout un point qui se développe en ce moment de recherche-action justement, et surtout en réflexion aussi je crois. Et justement, c'est ça que d'interroger la place du chercheur aussi dans la pratique et dans l'action, et dire est-ce que le chercheur est là juste pour réfléchir ou est-ce qu'il est aussi là du coup pour agir, et du coup pas faire un travail sur la population mais avec la population. Ouais. Et du coup aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'interdisciplinarité et tout ça, moi ce que je comprenais, il me semblait que c'était plus pas tant l'interdisciplinaire. Alors
diversité, mais la variété des thèmes, par exemple en sociologie, aborder des thèmes variés plutôt que d'aller de la sociologie à l'histoire. Je pense que ça fait. Ouais, merci beaucoup. Dans mon esprit, c'était les deux. Hein. C'était voyager d'une discipline à l'autre et puis dans une discipline, parce qu'en fait, les champs sont tellement cloisonnés au sein même des disciplines que oui, c'était voyager de la socio du travail à la socio du sport, à la socio, je sais pas, de la connaissance, etc. Et sur le premier point, ça me permet de préciser, parce que j'en avais effectivement un petit peu parlé, mais je crois que je te cite Lilian un moment dans le bouquin là-dessus, parce que tu l'as très bien dit dans un de tes livres. Je pense que sur la question du rapport des chercheurs aux militants, aux mouvements sociaux, etc. L'idée c'est que je pense que le chercheur, en tout cas, je prescris rien, c'est juste la façon dont moi j'essaye de le faire, et là j'essaye de le poser un peu théoriquement, mais c'est d'accompagner les mouvements sociaux, sans les guider, sans se prétendre être à l'avant du mouvement social, mais juste être dedans, l'accompagner avec les ressources qu'on a en tant que chercheur, qui sont des ressources spécifiques, chacun dans son domaine a des ressources spécifiques, a des compétences spécifiques, et mettre ces compétences au service du mouvement social. Mais, et je crois que du coup c'est ça aussi dans la citation qu'il y a de Lilian, c'est que accompagner, mais sans se faire non plus d'illusions sur la contribution qu'on amène, c'est-à-dire qu'elle peut être utile, mais voilà, moi je crois que vraiment faut se défaire aussi de cette idée que c'est la théorie qui génère le changement social. Enfin non, en général, il y a des révolutions, puis après il y a des penseurs qui se mettent à théoriser ce que c'est que la révolution. C'est quand même plutôt dans ce sens-là que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé avec le mouvement ouvrier et Marx. Hein. C'est pas Marx qui a suscité le mouvement ouvrier. C'est d'ailleurs très souvent comme ça que ça se passe. Donc pas se faire d'illusions. Et je pense que d'ailleurs, quand on regarde, il y a une métaphore que je trouve assez bonne, c'est quand on regarde le poids des intellos dans le changement social, moi je pense, et l'engagement des intellectuels par rapport à l'engagement de la société, aux mouvements sociaux dans son ensemble, je pense que les intellectuels finalement, c'est plus leur engagement, c'est plus quelque chose qui reflète l'engagement global de la société plutôt que quelque chose qui peut générer plus d'engagement. Enfin voilà, c'est plus la métaphore, c'est celle de dire les intellectuels, c'est plus un thermomètre qui permettent de prendre la température de la société. On regarde ce qu'ils font et ça peut nous donner une idée d'à quel point il y a du mouvement dans la société, plutôt qu'un thermostat. Voilà, c'est pas des gens qui viennent réchauffer ou refroidir la société avec leurs idées. Grosso modo, ils ont un impact. C'est pour ça que c'est bizarre aussi en partie d'écrire des livres là-dessus, c'est qu'ils ont un impact, qui est quand même faible sur le changement social. Il n'est pas nul, c'est pour ça que je pense que la question mérite quand même d'être posée, de savoir que faire en tant qu'intellectuel, mais il est faible, il ne faut jamais le surestimer. Je crois qu'il y avait Adeline et puis après Sophie. Du coup ça me revient. D'accord. Et Sophie. Moi c'est juste une question que je me pose. C'est est-ce que démocratiser justement cette classe intellectuelle, ce serait pas la détruire, mais aussi du coup laisser place juste à la société, les machines et l'industrialisation, au lieu justement de conserver cette sorte de petit groupe intellectuel qui n'est pas forcément positif, mais qui quand même des gens très intéressants. Je pense à Lévinas ou à Ricoeur, qui faisait justement partie de cette sorte d'aura et finalement qui apportent quand même énormément, même s'ils sont dans cet élitisme peut-être. Et je me demande si on démocratise toute cette classe, est-ce que ce serait pas finalement justement enlever la possibilité à toute personne qui a quelque chose à dire de le dire. Ouais. La façon dont je comprends la question, dont je comprends la préoccupation, c'est de dire est-ce que finalement, en détruisant la catégorie des intellectuels et en démocratisant à tous, en ouvrant les portes d'accès à tous de cette catégorie, est-ce qu'on ne risque pas de liquider avec l'intelligence, de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, moi je dirais au contraire, en fait, si on démocratise cette catégorie, on va voir germer tout un tas de bébés Lévinas partout, et c'est bien dommage parce que la société capitaliste, elle empêche l'émergence de davantage de Lévinas et de Ricoeur.
Je dis pas qu'on est tous des ricains en puissance, mais juste, vraiment, je pense qu'il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui entravent la possibilité de réfléchir, et j'essaye d'identifier tout un tas de phénomènes dans le bouquin, mais qui entravent cette possibilité de réfléchir. Et mon idée, c'est voilà, de permettre que 100 fleurs, 1000 fleurs s'épanouissent. C'est un peu poétique. Parce que finalement, je sais pas si j'ai pas lu ton bouquin non plus. Mais j'ai lu les titres. Et en fait, il y a quand même cette pensée parfois qui est assez agaçante, mais qui est aussi inquiétante, de dire que, en fait, ça rejoint un peu la question qui a été, ou la remarque qui a été formulée, que peut-être si les intellectuels s'effaçaient, ce serait pour laisser place à personne qui aurait vraiment envie de saisir cette place-là. Alors c'est moins une envie qu'un temps, on est d'accord, une disponibilité d'esprit, etc. Et qu'il y a un peu ce constat d'une civilisation qui est, la crise de la civilisation qui se vautre dans des médias, et c'est hyper élitiste comme idée, et je la partage pas en fait, je la soulève simplement dans, je sais pas, les ch'tis à Miami et compagnie, et que finalement les gens ont pas forcément envie, c'est une idée quand même qu'on entend assez souvent. Que les gens n'ont pas envie, une sorte de bêtise collective. Mais là, la réponse à ça, c'est la réponse classique. Les gens n'ont pas envie de faire de la politique, les gens n'ont pas envie de penser, mais en fait... Et du coup, on dit les gens n'ont pas envie de faire de la politique, donc on va leur mettre des experts, des technocrates, on va faire leur place. Ils n'ont pas envie de penser, donc on va leur mettre des Finkielkraut et des Zemmour à la place, ça leur fera du bien. Mais la réponse, c'est toujours la même, c'est de dire, mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi les gens ne s'intéressent pas à la politique, et pourquoi les gens investissent pas davantage l'espace intellectuel. Bon, premièrement, parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, concrètement, on leur empêche de tout un tas de façons, et deuxièmement parce qu'on est dans une société qui ne cultive pas, ne favorise pas ce désir de politique et ce désir des choses de la pensée. En fait, le désir, un désir, ça se crée en fait. Un désir, il y a des conditions sociales qui favorisent, qui encouragent ce type de désir, ou qui les bloquent, qui mettent des obstacles. Et voilà, la réponse, elle est... c'est pour ça, dans le livre, pour le dire concrètement, moi, c'est pas le cœur du bouquin, mais je dis comme ça, je dis... oui, il faut abolir le capitalisme, il faut un salaire égal pour tous, il y a des choses, c'est des changements économiques, matériels, radicaux qui permettront qu'il y ait des changements à ce niveau-là, que les gens s'intéressent à ces choses-là, ou qu'ils en éprouvent davantage le désir. Il y avait Manon, et puis après, pardon, du coup, bon, 1, 2, 3, excusez-moi. Je vais faire rapide, mais juste pour rebondir là-dessus, moi je pense que c'est quand même un truc intéressant à soulever cette histoire, parce que pour le dire comme ça, c'est-à-dire on est toujours l'intellectuel de quelqu'un d'un certain point de vue, c'est-à-dire quand tu travailles à la SNCF, en fait t'es un intello quand tu lis des livres quoi. Et t'es vécu comme tel par les autres, c'est-à-dire socialement, t'es quelqu'un qui lit des livres, t'es quelqu'un qui lit le journal, etc. T'es un intello. Bon, donc il y a la dimension que tu dis de payer pour penser, etc., donc qui est quand même un élément, mais bon, si on essaye de généraliser un petit peu. Et moi je pense que le truc qu'il y a derrière, c'est ce que tu dis, il faut quand même le dire, c'est-à-dire, en fait, n'est pas l'intellectuel qui veut, et ne pense pas dans cette société qui veut non plus. Et je pense pas que c'est juste en détruisant, en disant, voilà, moi je suis pas un intellectuel, etc., et en détruisant ça, théoriquement, justement, que tout le monde pourra devenir un intellectuel, que tout le monde pourra prendre le temps de penser, de développer un truc, etc. Parce qu'en fait, c'est quand même... il faut du temps, il faut du calme, il faut la santé, il faut etc., etc. Et ça, c'est pas rien, je pense. Enfin, faut pas juste le balayer en disant... je pense qu'effectivement, il y a des raisons pratiques, objectives à ça. Et il y avait autre chose, mais là, ça m'échappe. C'est bien ça, c'est exactement ça. Je me demandais sur ce débat, l'idée que finalement on démocratise les intellectuels et que finalement les gens commencent à essayer de penser le monde, ce qu'il habite, et qu'en effet, du coup ça changerait les choses, quoi, que si public s'y mettait, quoi, en fait. En fait, on a aussi je pense que peut-être l'idée inverse qui est véhiculée, vrai ou pas, c'est que finalement, les intellectuels, s'ils servent qu'à maintenir un système en place qui ne fonctionne pas, finalement,
ils ont finalement une image peut-être négative, quoi, par rapport aux gens, et donc que les gens vont essayer de pas être intellectuel, de pas et donc vivre vivre hors de ça et dans l'ambiance qu'on leur propose peut-être. Donc moi j'étais intéressé par l'idée justement que se mettre ensemble à essayer de penser les choses et d'agir à la transformation du monde, et que ça c'est à la fois, comme je disais, à la fois physique et intellectuel en fait. Donc peut-être quelque chose a changé dans... Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, voilà, bon, j'essaye quand même d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a différents types d'intellectuels. Il y en a qui sont très engagés pour le maintien de la société telle qu'elle est. Il y en a qui sont très engagés dans une voie de changement social, critique, voire révolutionnaire. Et puis en fait, il y a surtout la masse des intellectuels, c'est toujours un peu la même chose, hein, mais qui sont engagés pour pas grand chose, quoi. Enfin, pour rien, si ce n'est faire leur travail au quotidien, et pour tout un tas de raisons aussi très compréhensibles, hein, mais, et c'est vrai que les intellectuels qu'on voit le plus, qu'on entend le plus, c'est pas ceux qui œuvrent dans le sens du changement social, ou bien si, mais d'un changement tout à fait régressif par rapport à ce qu'on a actuellement. Oui, Pablo. Non, moi je trouve ça intéressant parce que du coup, quand vous déconstruisez la notion d'intellectuel, vous construisez aussi à côté la notion de politique pour moi, qui est du coup la réflexion permanente de l'ensemble des citoyens sur les options d'existence. Mais à un moment donné, quand même, dans un processus historique, est-ce qu'il n'y a pas besoin de la position d'un intellectuel comme creuser d'un sens commun, ou qui est quand même capable de formuler une objection politique, qui est capable de transmettre peut-être plus facilement, car il a quand même les moyens, que ce soit intellectuel, culturel, du fait peut-être de sa position sociale, de transmettre, en fait, d'être le relais un petit peu, l'intellectuel organique. Ouais, mais justement, moi je suis pas convaincu de ça, quoi. C'est quand Valls, l'autre jour, là, il dit mais où sont passés les intellectuels de gauche? Moi j'ai l'impression d'entendre Piketty qui dit mais où est passé notre candidat pour 2017 avec la primaire? Enfin, pour moi c'est la même structure de pensée, on cherche l'homme providentiel, le nouveau président ou le nouveau Marx qui va nous résoudre les problèmes d'aujourd'hui et puis objecter comme il faut à l'idéologie néolibérale. Et c'est justement ça que j'essaye un peu de casser. C'est pas je considère pas tout à fait faux ce que on peut, du coup, parce qu'on se fréquente en cours, mais on peut se tutoyer. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait faux ce que tu dis là, mais voilà, moi mon idée c'est quand même vraiment d'insister sur, et c'est ça qui manque aujourd'hui, plus de collectif, une dimension beaucoup plus démocratique. Je crois que, je sais plus, Aline, Sabine, je sais pas, oui, pardon, et puis... Ouais, non mais je pourrais parler. Merci. Moi c'était juste une distinction, du coup elle est peut-être présente dans le livre, mais je l'ai pas lu non plus. Mais c'est sur la production des idées, et en fait est-ce qu'il n'y a pas une distinction plus précise à faire entre ceux qui produisent des idées et qui sont reconnus, qui sont valorisés, ceux qui produisent des idées qui ne le sont pas, comme par exemple l'intelligence collective dont tu parlais tout à l'heure, avec les 10 personnes qui se mettent autour d'une table sur un problème, ou sans table d'ailleurs, et qui réfléchissent et qui produisent des choses dans le quotidien, chez les boulangers ou ailleurs. Il y a Matthew Crawford, c'est un sociologue américain, si je ne me trompe pas, il est sociologue, qui a fait un travail là-dessus, l'éloge du carburateur, et qui montre comment lui, qui était aussi passionné de moto à côté, lâche à un moment son travail pour se mettre à réparer des vieilles motos et se met à décortiquer comment lui, il travaille, comment il pense, comment il choisit tel outil plutôt qu'un autre. Et c'est évidemment qu'il a fallu, pour arriver à décortiquer cette pensée du mécanicien, peut-être les capacités du sociologue, le travail, les connaissances du sociologue, mais il le met assez bien, assez clairement, vulgairement en avant.
Donc du coup, il y a peut-être une précision à faire là-dedans, parce que la production d'idées, Non, mais bien sûr. elle reste réelle aussi. Bien sûr que très souvent, quand on dit idée, en fait, on pense à une certaine forme d'idée qui sont les idées théoriques, les idées abstraites, et puis les idées formulées de façon complexe. C'est ça qui sont valorisées. Alors que, mais ça rejoint, je pense, ce que disait Manon tout à l'heure. C'est voilà, les idées, il y a des idées en pratique. Ce que dit Crawford, moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis. Marion, on pourra confirmer l'anecdote, mais il y a 6 mois, moi j'ai réparé les toilettes de ma chasse d'eau. Et je vous jure, j'ai eu l'impression de... Non mais c'est la chasse d'eau de mes toilettes, pardon. Oui, je suis encore perturbé. Non mais j'ai passé une matinée à faire ça, aller sur YouTube pour regarder des vidéos, pour comprendre comment on fait pas. Quand j'ai vu que ça fuyait, j'étais paniqué, j'étais terrorisé. On m'aurait dit lis tout Bourdieu dans la journée, j'aurais dit mais 1000 fois ça plutôt que réparer la chasse d'eau. Enfin, j'étais terrorisé devant le problème que je devais affronter. Et en plus mon père est bricoleur, super bricoleur, et j'ai rien hérité de ça. Et non mais voilà, et à la fin j'ai réussi quand même à réparer cette chasse d'eau, et je me suis senti, intelligent quoi. Je me disais c'était impossible, et en fait je me suis senti clairement. La félicitation, Sabine. Ouais, c'est juste des briques de réflexion comme ça, je sais pas trop si ça peut mener à une question ou autre chose. Mais en fait, c'est simplement, alors moi déjà, il y a ce mot suicide quand même qui évoque un acte qu'on retourne contre soi-même, mais qui finalement est complètement indépendant du monde extérieur. Et ensuite, donc c'est quelques remarques ici et là que j'ai reliées à ça, et notamment cette affirmation de « je ne pense pas être un intellectuel », qui m'arrive de dire aussi parfois, et à quoi un certain nombre de personnes rigolent. Et même si moi je suis convaincue de ne pas l'être, mais c'est simplement qu'il y a quand même, dans cette notion d'intellectuel, c'est pas seulement soi-même se dire intellectuel, reconnaître ses interlocuteurs comme étant ou n'étant pas intellectuels, mais c'est aussi une catégorie qui se définit par un ensemble de personnes qui disent « moi je ne suis pas intellectuel ». Et je me demande dans quelle mesure un suicide et une redéfinition n'impliquent pas justement aussi une interaction avec des gens qui ne se disent pas intellectuels, quoi. C'est aussi redonner la pensée à des gens qui ne sont pas intellectuels. C'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Hein, mais il y a tout ce travail tout ce travail de définition qui fait appel aussi à des personnes qui se définissent comme non intellectuelles et qui définissent les intellectuels d'une certaine manière. Et alors là, ce que je trouve assez ironique dans le sens plutôt anglo-saxon du terme, c'est que la définition des intellectuels par des gens qui se considèrent non intellectuels, ça va essentiellement être des Finkielkraut, des personnes comme ça, qui font en apparence ce que tu suggérais, à savoir se pencher sur tous les sujets et chercher à tout connaître. Et alors c'est pas moi je suis plutôt d'accord, ceci dit, avec ta manière de voir les choses, mais il y a tout ce que j'appellerais presque en fait des faux intellectuels, mais qui sont finalement ce qui apparaît comme étant des intellectuels pour beaucoup de monde, et qui sont ceux qui en apparence peuvent intervenir sur tous les sujets et prétendent avoir justement ce savoir universel un petit peu. Et on les interroge sur des choses qu'ils connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et effectivement, non mais c'est un vrai souci, et dans ce que j'ai dit, effectivement, c'est un vrai problème, effectivement. Mais, et sur ce que tu disais juste avant, sur le recours à l'extérieur, aux non-intellectuels, ou plutôt, parce que c'est encore plus intéressant, à ceux qui ne se sentent pas intellectuels, c'est vrai que c'est une vraie question. Quand j'ai choisi le titre et qu'on en a discuté avec Philippe, qui est l'autre directeur de la collection, on avait hésité entre plusieurs titres, et je me suis dit, mais pour un suicide des intellectuels, est-ce que je serais prêt à dire pour un suicide des bourgeois, ou je sais pas, pour un suicide des patriarches, ou voilà. Et je me disais mais non, mais ça marchera jamais. Enfin pour le dire vite, c'est une illusion réformiste d'appeler les bourgeois à se suicider. Alors je déplace des grands cadres beaucoup trop rapidement, mais je me disais dans quelle mesure appeler les intellectuels à s'auto-suicider, c'est pas une illusion réformiste aussi. S'ils doivent se suicider, en fait c'est qu'on va les suicider. C'est que c'est ceux qui sont pas intellectuels qui vont suicider les intellectuels, et tant mieux. Et ça aussi c'est quelque chose, je pense que ce serait pas forcément une mauvaise idée. Mais ceci dit, du coup ça aurait pu m'arrêter, et vraiment je me suis posé la question, je me suis dit ça ne convient pas forcément, c'est pas ça l'idée. Et en même temps, je me suis dit, et là pour le coup je crois que c'est vraiment, j'ai pensé à Sartre à ce moment-là. Je me suis dit, parce que c'est ça que j'ai lu de Sartre, c'est le passage, et je le cite dans le bouquin, où il dit bah ouais je suis un bourgeois, ouais j'écris des livres, c'est bourgeois d'écrire des livres, ouais les gens qui lisent mes livres c'est que des bourgeois, mais
malgré tout ça, je vais vivre avec cette contradiction, je vais m'engager du côté de la révolution. Je suis un bourgeois, je vais m'engager du côté de la révolution. Je suis un intellectuel et j'œuvre pour le suicide de ma propre classe. Je suis un traître quelque part à ma classe. Et oui, et moi, oui, je me considère de fait comme un traître à ma classe, quoi. Donc, du coup, au final, j'ai assumé ce titre en ayant conscience que dans la réalité, si un jour cette catégorie des intellectuels se démocratise ou voilà, qu'elle se dissout parce qu'on y accède tous, ce sera peut-être en grande partie grâce à l'action de ceux qui aujourd'hui ne sont pas ou ne se sentent pas dans cette catégorie plutôt que grâce à ceux qui sont à l'intérieur. Mais je pense aussi avec en partie... Je sais plus, oui. Moi, je me demande, pour comprendre avec tout ce qu'il dit depuis le début, est-ce que être intellectuel, c'est pas aussi essentiellement lié à la production d'écrits? Je suis pas sûr d'avoir entendu. Est-ce que la question de l'intellectuel, elle n'est pas aussi essentiellement liée à la question de l'écrit? Et du coup, est-ce que ce qui ne serait pas déconstruit, ce serait aussi ce rapport-là, être un intellectuel, c'est quelqu'un qui écrit ou qui lit? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des intellectuels qui... d'autres... pas du domaine de l'écrit, mais juste pour faire avoir un peu une anecdote. Non, c'est vrai. Je me suis pas vraiment penché sur la question, mais bon, c'est vrai que le rapport à l'écrit et à l'oral, c'est très lourd. Je pense que la déconstruction, ça sera aussi... Ouais. Je sais pas, non mais c'est une vraie question. Enfin, ce qui me vient spontanément, c'est de réfléchir à la place de l'écrit dans le système scolaire, en tout cas ce qui est le nôtre français, qui est très axé là-dessus. Je pense que, et effectivement, clairement, je sais pas, je pense, non, j'en sais rien si c'est clair, je sais pas. Je réfléchis en même temps que je vous parle, donc je sais pas trop ce que je pense, mais je me dis que, oui, certainement, c'est plus, je sais pas. C'est probablement plus valorisé quand même d'écrire un livre que de faire un discours, parce que voilà, il y a encore quand même, je sais pas, il y a une forme d'aura autour de l'écrit encore, non, je sais pas. Ouais, et encore, peut-être qu'avec des supports alternatifs justement audiovisuels, on peut s'attendre à ce que puisse relayer des pensées autrement qu'en les écrivant. Parce que les cultures le support de la connaissance et de la pensée. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais bien c'est sûr, des cultures qui sont minoritaires et dominées aujourd'hui à la chaîne internationale, voire disparues. Vous pourrez les chanter. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est plus que en fait, on ne reconnaît pas quelqu'un comme intellectuel quand il n'a pas écrit. Oui, c'est vrai, non mais oui, ok, c'est très juste. Oui, non, c'est vrai. Enfin, ouais, je suis... Alors qu'effectivement, c'est quand même très discriminant. Bah oui, d'écrire. C'est très restrictif par rapport au... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta définition d'intelligence, en fait. Je trouve qu'elle est trop... Parce que du coup, un musicien, il ne serait pas intelligent, d'après. Non, dans le sens de l'explication, tu mets la parole, en fait, dans... Ouais, il transmet. Parce que tu penses évidemment à l'écrivain, tu penses à ce milieu-là. Non, mais bien sûr, je pense à ça. Voilà. Je sais pas. C'est vrai qu'on a eu des apports intellectuels nouveaux qui viennent aussi de. Non, c'est vrai que le rapport à l'écrit, c'est parce qu'on se réfère à ce monde-là, le monde des écrivains, philosophes, sociologues, etc. Donc c'est vrai, mais ça peut être peut-être plus comme il disait aussi. On peut chanter effectivement en apportant une vision critique sur le chant, nouvelle. Ouais, non, je te remercie. Mais oui, il faudrait essayer d'aller creuser sur ces... Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a aussi une confusion aujourd'hui entre la production artistique et la production intellectuelle, au sens global. C'est-à-dire, on peut produire des choses qui sont très intelligentes, sont très sensibles, etc. Mais honnêtement, tant que quelqu'un n'a pas produit un discours intellectuel, intelligent sur ce qu'on a fait, on n'est pas un intellectuel. En tout cas, voilà, selon les critères aujourd'hui, c'est que y a les plus grands artistes peuvent être des gros abrutis. Et ça, c'est vrai, à tout point de vue, politique, personnel, humain et intellectuel. Et moi je pense que pour aller dans le sens de comment définir l'intellectuel, moi effectivement ça me fait beaucoup rire l'histoire du moi je me sens pas intellectuel, etc. Non, mais parce que c'est ça le fond du truc, c'est drôle parce qu'en fait à chaque fois qu'on en discute, il y a des gens qui disent mais alors est-ce que je suis un intellectuel? Et je pense que déjà se poser la question, c'est quand même un peu y répondre, c'est-à-dire en fait globalement il y a plein de gens qui se posent pas la question quand on leur parle des intellectuels. Qui s'insultent d'intello.
Oui, déjà pour qui c'est une insulte, mais même pas forcément. C'est-à-dire quand je disais les gens qui te traitent d'intello au boulot parce que tu lis un bouquin, même si c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme très intellectuel, bah en fait c'est pas des gens qui se posent la question de est-ce que je me sens intellectuel, parce que la question ne se pose pas. Et je pense que dans la définition de l'intellectuel, en dehors des autres trucs que tu donnais, il faut effectivement poser le fait que c'est déjà se penser comme intellectuel ou essayer de définir ce que serait sa place en tant qu'intellectuel ou non. Et je pense que ça c'est une des dimensions quand même du truc. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis sur le côté bon j'ai mes contradictions, je suis un intellectuel, le suicide des intellectuels, moi je trouve ça intéressant et ce que j'en comprends c'est qu'en fait ce que tu dis qu'il faut détruire dans les intellectuels c'est la part de dominant. Mais la différence c'est que on est un homme, on est un bourgeois, bon intellectuel c'est quelque chose de plus transclassiste d'un certain point de vue, pour utiliser un grand mot, c'est-à-dire possible d'être un intellectuel sans être un dominant. Mais aujourd'hui, l'intellectuel dans la société, pour moi, il y a une dimension de dominant. Et d'ailleurs, les trucs se confondent. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les intellectuels les plus spontanément reconnus, par exemple dans un débat, par exemple à la télé, par exemple dans un colloque à la fac, c'est quand même plutôt des blancs, des mecs le plus vieux possible, le plus riche possible, avec le nom le plus connu possible. Non mais c'est vrai. Enfin, ça me semble assez vrai. Et, voilà. Et du coup, c'est peut-être ça le bout du bout, c'est détruire la part d'intellectuel en tant qu'outil dominant, ou en tant que place sociale dominante. Et peut-être que ça permet de préciser un tout petit peu plus. Parce que moi, je pense que justement, il faut aussi lutter d'un certain point de vue contre un anti-intellectualisme qui existe aussi et qui est compréhensible quand on voit ce que sont les intellectuels aujourd'hui. Mais moi je suis pour que tout le monde soit un gros intello quoi. Ouais, enfin vraiment. Non mais je veux dire, et juste dernier truc, et ça je pense que c'est important, moi je pense pas qu'il faille comprendre, gérer et dominer absolument son travail pour le trouver émancipateur. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire du bricolage toute leur vie, qui seront toute leur vie très mauvais. Mais comme c'est eux qui décideront quand ils vont le faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc., ils vont trouver un bonheur, une émancipation intense dès qu'ils vont peindre toute leur vie en étant très mauvais. Mais c'est pas un problème à partir du moment où ils sont pas dans un rapport contraint d'exploitation. Enfin, voilà, c'est peut-être pour remettre ce truc-là un petit peu, il n'y a pas besoin d'être des spécialistes en fait. Ce qui est important, c'est quand même de pouvoir essayer de faire plusieurs trucs. Il n'y a pas besoin d'être des encyclopédies non plus quoi. Je vais juste appuyer plutôt moi ta définition de l'intellectuel. Enfin moi je pense à un copain qui n'a pas fait d'études en fait, et qui pour le coup se sentait vraiment mal dans le fait de ne pas avoir fait d'études, de ne pas s'exprimer, et il avait le sentiment, comme moi aussi j'ai souvent le sentiment de ne pas forcément bien m'exprimer. Mais c'est vrai que je suis content quand on me comprend en fait. Et ça c'est vrai que c'est vachement important en fait. Et le fait effectivement de donner cette définition de l'intellectuel comme celui qui arrive à se faire comprendre permet vraiment à celui qui a le sentiment en tout cas d'être nul parce qu'il n'a pas fait d'études, parce qu'il n'a pas forcément un haut niveau de réflexion sur tel ou tel sujet, permet vraiment de redonner confiance en la personne en fait. Et ça me paraît vraiment important pour pouvoir discuter avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de discuter parce qu'ils ne sont pas dans les milieux politiques, parce qu'ils ne sont pas dans les milieux universitaires, parce que voilà, et de dire voilà, peu importe ton niveau d'études, peu importe le milieu dans lequel tu viens, t'as ta place quoi. Et ça me paraît important. Par contre, il y a un écueil que t'as pas soulevé en fait dans sur le fait effectivement de pouvoir intellectualiser les choses, c'est de ne pas non plus se contenter d'être uniquement que dans la contemplation philosophique en fait, et que de vivre uniquement que dans le monde des idées et que d'être uniquement que dans le conceptuel en fait. Moi c'est un énorme reproche que j'ai à faire vraiment aux universitaires et aux gens qui font de la politique, c'est qu'ils sont dans le monde des idées, ils sont dans le conceptuel et ils oublient ce qu'au quotidien les gens peuvent vivre en fait. Et il me semble vraiment important que de pouvoir expliquer, je sais pas en tout cas, de pouvoir faire en sorte que si on intellectualise, c'est pour répondre à des problèmes qui sont concrets en fait. Et vraiment,
c'est dans ce sens-là que voilà. Non, mais je pense que ça, c'est quelque chose, je pense que c'est assez partagé, c'est assez fort, ouais, ce sentiment de coupure ou de déconnexion avec des intellectuels qui planent, quoi. Enfin, non, mais complètement, quoi. Qui sont incompréhensibles, en fait. Ouais. Moi, je lis des livres, mais voilà, j'ai lu un truc sur la métaéthique, j'ai rien compris, en fait. J'ai essayé de comprendre c'est quoi les mécanismes de la morale, etc. Et voilà, c'était juste imbuvable, quoi. Et parfois le milieu universitaire, il est juste, Non, mais c'est une vraie question. Je pense, on est tous pris dans ce truc-là. Ça me fait, il y a 2 semaines, là, j'étais à Bruxelles, il y avait une conférence de Frédéric Lordon, et on lui a dit ça. En fait, quelqu'un s'est levé dans la salle, a dit ouais, moi je bosse. Je crois que c'était à la Poste, et il lui a dit mais j'ai rien compris avec ce que vous avez raconté là pendant 20 minutes, je vais retourner lundi au boulot, et qu'est-ce que je vais faire de ce que vous avez dit, c'était complètement imbitable, voilà, qu'est-ce que je vais en faire lundi. Et il a eu une réponse, pour le coup, moi j'aurais vraiment répondu l'inverse de lui, mais bon, ça permet de... C'est intéressant, je pense que la question elle est intéressante. Je lui ai posé la question à Lordon, je lui ai posé, et sa réponse ça a été je ne sais pas rendre ma pensée compréhensible, en fait. Alors là, non mais sincèrement, c'est ce qu'il m'a dit. Là il a répondu quelque chose d'encore plus... encore plus fort, il a dit écoutez, c'est votre problème lundi ce que vous faites au boulot et ce que vous faites avec les idées. Moi mon métier c'est de produire c'est de produire des théories, de produire des idées, de faire des thèses, etc. Il a fait quoi? Il a cité Schopenhauer pour répondre, il a dit vous savez, Schopenhauer dit on ne peut pas demander à un petit cheval de bois de faire du crottin, ça ne rentre pas dans son concept. Voilà, lui il est intellectuel et dans son concept c'est produire des idées et rien à foutre que ce soit pas compris, que ça soit pas que son auditoire saisisse pas, etc. Bon, moi j'avoue que j'étais un peu estomaqué de l'entendre répondre ça, quitte à jouer à ce que ça puisse faire un peu démago, mais moi je pense que non, mais vraiment, je sais pas, il y a 2 mondes qui sont effectivement aujourd'hui séparés par un fossé assez grand quand même et qu'il faut réconcilier, voilà, clairement. Et donc c'est pour ça que j'attache quand même de l'importance à m'exprimer, à écrire d'une manière claire. Voilà, je pense que c'est pas démago de dire ça, c'est juste que... Cela dit, tu arrives toujours à des niveaux de complexité de pensée qui ne sont pas accessibles à tout le monde au moment en question. Je veux dire, bien sûr que la bataille, c'est de faire qu'il y ait un maximum de gens qui de plus en plus puissent s'empoigner avec de plus en plus, alors que c'est de moins en moins, parce que toute la société est contre cette complexité en fait. Donc c'est une bataille à contre-courant de faire que les gens continuent à s'empoigner avec des problèmes complexes. Mais à un moment M, je veux dire, il suffira pas de parler d'une certaine façon pour que tout le monde, et on ne peut pas non plus renoncer à la complexité. Donc je veux dire, il faut à la fois batailler, c'est aussi le boulot de l'école, je pense, de donner l'envie, comme tu disais, le goût, le désir de s'empoigner avec des problèmes complexes. Oui, mais... Parce que moi je suis d'accord avec qui a dit attention aussi, il y a un anti-intellectualisme aussi dans cette société, bien entendu, puisque penser c'est emmerdant par rapport à ça fait pas de conflit, ça fait pas avancer, c'est pas... on n'est pas... Et y compris, je pense qu'on n'est pas vraiment dans une société où les dominants pensent. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens dont la pensée sert à appuyer celle des dominants, mais fondamentalement, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Contre-courant de cette société, de penser de façon complexe. Et ça, à mon avis, c'est quand même un défi, une exigence. Oui. Et c'est vrai, il y a un vrai risque, il y a un anti-intellectualisme qui existe, qu'il faut prendre en compte, mais en face, il y a une forme d'élitisme qui creuse la césure, et du coup, il y a les deux à prendre en compte, et c'est un peu en tension. Et bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'élitisme est quelque chose de beaucoup plus fort dans notre société que l'anti-intellectualisme. Il faut prendre les deux en compte, mais il y a une tension, justement, entre les deux, et voilà, je pense que... Et après, moi je pense qu'on peut être dans la complexité, dans la rigueur, sans sacrifier la clarté. Ça c'est clair que je pense que c'est possible. Ça m'a marqué parce que c'était mes premières lectures. Les premières fois où je me suis mis vraiment à lire des livres, pas juste parce qu'on me l'avait dit à l'école, c'était des livres de Noam Chomsky et de Jacques Ellul. Et en fait, c'est des gens, indépendamment du contenu de leur idée, qui sur la forme sont des gens que tout de suite en les lisant, et voilà, et c'est ça, on revient à c'est pas comprendre des choses compliquées,
c'est faire comprendre des choses compliquées. En lisant Chomsky, je me suis senti tout de suite intelligent. Et je dirais que moi, c'est ça. Voilà, c'est ça mon modèle. Je pense que c'est faisable. Je pense qu'effectivement, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Les mots pour le dire vous viennent aisément. Je sais plus. Je sais pas, moi c'était vraiment juste pour réagir un peu à toutes ces réflexions. En fait, enfin moi au fond je pense encore une fois que c'est la même chose, mais en fait je comprends moins les choses en termes de tout le monde. Enfin j'aimerais que tout le monde soit intellectuel, mais c'est simplement qu'on admette qu'on puisse penser sans être un intellectuel. En fait c'est plutôt ça. Parce que moi c'est vrai qu'on entend des gens parfois qui se définissent comme non intellectuels expressément et qui ne sont pas intellectuels, mais si on commence une discussion c'est « Ah moi j'en sais rien, je suis pas intellectuel ». Et il y a vraiment cette idée que les intellectuels seraient les détenteurs d'un espèce de monopole de la réflexion et de l'intelligence. Et c'est un monopole qui est entretenu avec effectivement un certain nombre de codes sociaux qui sont utilisés tel ou tel mot. Alors, enfin, voilà, pendant toute une époque, bon, on mettait postmodernisme dans le texte, c'était plus 10. Enfin, c'est des références à certains auteurs plus qu'à d'autres, ou tout simplement des références à des auteurs, tout simplement, qui créent un certain nombre de codes qui rendent finalement cette idée que penser, c'est destiné à seulement certaines personnes, c'est complètement hermétique. Alors qu'effectivement, on peut, enfin voilà, en n'étant pas forcément une personne qui lit beaucoup, qui a cette culture-là à la base, on peut être admis dans une conversation si on ne cite pas tel auteur pour entrer dedans, etc. Il y a aussi tout ce travail-là qui, effectivement, enfin, dont on a tous probablement du mal à se défaire en tant que personne qui lisons peut-être un peu plus que d'autres ou pas. Enfin bon, mais on a enfin voilà, c'est tout des codes sociaux qui ferment énormément finalement cette catégorie. Je suis complètement d'accord. Oui. Oui, je voulais te poser une question très concrète. C'est-à-dire, si tu imagines, ou si tu as déjà repéré des formes d'organisation du travail intellectuel, entre guillemets maintenant, où le travail intellectuel même et pas intellectuel se mélangent, où la discipline se mélange, où simplicité, complexité se croisent, où il y a de la vulgarisation, où il y a quand même la rigueur, à l'extérieur par rapport aux institutions qui ont depuis toujours, les institutions traditionnelles qui ont permis la reproduction du discours intellectuel, c'est-à-dire l'université, surtout. Parce qu'on a dans l'esprit toujours des personnages, Sartre, Bourdieu, Foucault, Deleuze, qui avaient un salaire du Collège de France qui leur permettait de devenir des intellos spécifiques, par exemple, ou universels. Maintenant, alors que ces institutions sont en crise et reproduisent une mode, comment dire, d'exercice du travail intellectuel qui est narcissique, qui est l'entrepreneur de soi-même appliqué à comment s'organiser à l'extérieur de l'université ou d'autres institutions pourries qui empêchent en fait le suicide. Si je comprends bien, du coup la question en fait c'est est-ce qu'il y a des lieux concrets qui existent aujourd'hui ou qui ont existé ou des formes d'organisation du travail où il y a la possibilité de faire des recherches le matin et faire du pain le soir. Ouais, mais oui, je pense que ça a existé. Après, je suis pas spécialiste de ces choses-là, mais des communautés, des communautés alternatives, des communautés un peu autogérées, des expériences au XIXe siècle de socialisme utopique, des choses qui existent encore aussi aujourd'hui. Je pense que je sais pas, je me les représente, mais bon, je connais ça, je suis pas celui qui connaît ça le mieux, mais je me les représente comme des endroits où effectivement il y a en place une rotation des tâches, où voilà, on peut un jour ou l'autre faire varier les choses, et où effectivement, enfin c'est des formes c'est des formes de micro-sociétés un peu libertaires, un peu anarchisantes. Je pense que ça pourrait en partie, enfin voilà, c'est ce genre de choses, ce genre de société généralisée
vulgarisé à plus grande ampleur que j'ai en tête, où on casse le modèle de l'éducation sous la forme scolaire et universitaire, avec le maître, le cours magistral et puis les élèves, avec toutes ces formes d'asymétrie. Oui, je me demande tout simplement par quelle pratique cette transformation du travail intellectuel doit passer pour se vérifier. Oui, non, mais c'est une... Quel type de pratique Et je pense, mais il y en a qui connaissent ça mieux que moi, mais que des formes aussi de pédagogie active, voilà, où on casse un peu, parce que je sais pas, moi je suis pas du tout spécialisé dans cette question-là, mais j'ai quand même l'impression qu'à l'école aussi, on valorise, on survalorise la pensée et la réflexion par rapport au fait de juste savoir se servir de ses mains. Et j'imagine que dans des formes de pédagogie, je sais pas, Freinet, Montessori, on met plus l'accent sur la complémentarité des deux, et puis sur tout simplement, parce qu'il s'agit pas d'être... Il ne faut pas être bon dans les deux, c'est juste aller vers ce qu'on a envie sans être mutilé si on veut aller vers l'un et qu'on nous en empêche parce que non, les programmes discutent, c'est comme ça. Il y a un autre exemple auquel on ne pense pas spontanément, mais qui est plus inspiré, j'imagine, de Gramsci, mais c'est qu'en fait, je pense que la grande période de la contre-culture prolétarienne stalinienne du PC, par exemple dans les banlieues rouges ou dans d'autres endroits où il y avait vraiment, je veux dire, une époque où ça représentait des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Par exemple, Karl Marx, il a écrit Travail, salarié, capital. En fait, c'est un petit bouquin, mais c'est des conférences. Des conférences qu'il faisait à l'université pour un public d'ouvriers, de cadres militants, de militants de longue date du parti, mais ouvriers. Et en plus, ouvriers, pas aujourd'hui, ouvriers il y a un certain temps, à l'époque où les conditions étaient ce qu'elles étaient, etc. Même si aujourd'hui, c'est toujours la misère. Et c'est des trucs, franchement, c'est assez balèze, quoi. C'est de l'économie de très bon niveau. Et c'est pas quelque chose d'évident à lire aujourd'hui, y compris, ils donnent souvent ça des premières années en éco à la fac, et bon, pas si évident. Et je pense que ce qui rendait possible le fait qu'à l'époque, tu avais des centaines et des centaines d'ouvriers qui pouvaient aller déjà écouter une conférence de Marx sur la question économique à l'université, qui en plus la comprenait globalement mieux que tous les petits étudiants de L1 en éco aujourd'hui à la fac, c'est aussi, effectivement, il y a des trucs de société, il y a des trucs d'émulation, il y a des trucs de à quel moment l'intelligence ou les idées, la politique, l'économie, ça devient quelque chose qui est présent à tout moment de ce que tu discutes, de ce que tu fais, etc. Et c'est pareil pour l'art ou pour n'importe quel truc en fait. C'est que, et on voit ça dans toutes les révolutions. En Tunisie c'est pareil en fait. En Tunisie c'était pareil, il y a eu un moment d'émulation de un an et demi, où en fait tout le monde faisait de la politique, tout le monde devenait des intellectuels organiques, c'est beaucoup dire, mais voilà. Bon, je pense que ce truc-là, il joue quoi. Et donc ça veut dire, je pense qu'il ne faut pas non plus penser en dehors de son temps, de son époque, de son contexte, quoi. Après, juste sur l'histoire de la complexité de la pensée, moi je pense que tout ça c'est très compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas non plus effectivement, oublier que... moi je pense que si on voit les choses collectivement, c'est pas possible d'être tout le temps un grand intellectuel très compétent en termes de pédagogie. En fait, je pense qu'il y a aussi plusieurs types de moments dans la vie. Enfin, moi, l'exemple le plus frappant pour moi d'un intellectuel d'un vrai intellectuel pédagogue, par exemple, c'est quelqu'un comme Daniel Arras, donc dans le domaine de l'art, de l'histoire de l'art, qui était un vrai intellectuel, prof de fac, qui avait un salaire pour penser, etc., qui a écrit des trucs extrêmement compliqués, pointus, très durs à lire, sur la question de la Renaissance italienne, etc., mais qui par ailleurs est vraiment connu et vraiment apprécié et faisait qu'il y avait des gens qui étaient pour le coup des proles qui rentraient à l'université pour aller voir ses cours à l'époque où il y était. Et c'était des bouquins de vulgarisation, c'était des trucs à la télé, c'était des trucs à la radio, etc., de vulgarisation sur On n'y voit rien et compagnie. Et il était brillant de ce point de vue-là. Après, il n'était pas... et super performant en termes de complexité et brillant en termes de pédagogie partout, tout le temps, en même temps, parce que je pense que nul n'est astreint à l'impossible. Mais voilà, et par ailleurs, je pense que un des problèmes, c'est de dévaloriser le fait que tu as des gens qui vont avoir une pensée très complexe, très difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas spécialistes, et puis tu vas avoir les bons cons qui vont être des super vulgarisateurs, mais effectivement avec l'idée que ces gens-là sont moins valorisés socialement, mais je pense que ça doit être possible de penser en tout cas les deux en se disant, moi c'est pas, il y a des trucs je les comprends pas, je suis pas forcément choqué quoi. C'est-à-dire j'ai essayé de comprendre ce que c'était que le boson de Higgs,
Et puis en fait, il y a des gens qui m'ont expliqué que c'était pas possible de le vulgariser à tel point que si je lis pas d'autres trucs avant, on peut me l'expliquer comme ça. Enfin voilà, mais je pense qu'il faut aussi déconstruire le fait que ne pas comprendre, c'est forcément être un con. Enfin, il y a aussi ces trucs-là. Ouais, je pense que c'est le lien aussi sur déconstruire l'intellectuel, c'est aussi déconstruire l'intelligence, quoi. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas, je me dis, bah, c'est pas grave, c'est peut-être parce que j'ai pas encore assez lu, parce que j'ai pas encore assez. Bon, enfin, je me permets de te couper. Oui, je veux ça. Vas-y. J'avais fini, mais vas-y. Non. Ce que je voulais expliquer, c'est, enfin, autant il y a des choses qui sont compliquées et qu'on ne peut pas forcément vulgariser comme ça, je veux bien, mais moi ce que je dénonce en fait, c'est de la théorie pour de la théorie ou de la pensée pour de la pensée qui n'a pas d'effet concret en fait. Voilà, et c'est de ne pas rester justement uniquement que dans le monde des idées en fait. Voilà, c'est simplement développer une idée en fait pour résoudre des problèmes qui sont concrets en fait. Moi c'est ça, enfin, c'est d'avoir une approche vraiment matérialiste et existentialiste effectivement de la question intellectuelle en fait. Voilà, c'était ça. Après qu'effectivement il y a des choses qui sont compliquées et qu'on ne peut pas comprendre du premier coup, ça voilà. C'est un travail à faire. Et ben, sauf si quelqu'un tient absolument à intervenir, je pense qu'on peut considérer que c'était deux beaux mots de la fin. Merci beaucoup. C'est ça. Elle a dit pour mamie. Après, elle a dit pour la famille s'il veut. Pour mamie, C'est pour mamie en premier. Après, c'est pour